Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Bienvenue à tous, salut Judith. Heureuse de vous retrouver, salut Olivier. C'est excellent. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils font le pari de la création, le choix de l'excellence. Sud Radio les réunit et vous raconte leur parcours. C'est excellent et on le prouve. André Dessenberg, la directrice générale artistique du Crazy Horse, et le réalisateur Christophe Baratier sont aujourd'hui nos invités. Soyez tous deux les bienvenus. Bienvenue. André Dessenberg, vous êtes arrivé au Crazy Horse il y a maintenant plus de 10 ans. À l'époque, le temple parisien de l'érotisme chic s'était un peu endormi. Disons-le, le mythique cabaret fondé par le regretté Alain Bernardin avait perdu son souffle et son lustre. Et puis vous lui avez redonné son éclat et son glamour. Comment? En prenant des risques, en osant de nouvelles formes artistiques, en proposant par exemple à des guests prestigieuses, on s'en souvient, parfois inattendues, de se joindre à la troupe le temps d'une revue. Vous avez su refaire du Crazy un lieu vivant, un lieu de création où il se passe toujours quelque chose. Le lieu en somme n'avait pas aussi bien porté son nom depuis longtemps. André. Christophe Baratier, vos films en tant que réalisateur et producteur jalonnent notre inconscient populaire commun ou notre conscience au choix. Bien entendu, nous connaissons tous Les Choristes qui est sorti en 2004, qui est, il faut le dire, votre premier long métrage. Beau succès pour une première d'ailleurs. 8 500 000 entrées en 10 semaines d'exploitation, l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma français. Vous l'avez adapté par la suite d'ailleurs en comédie musicale aux Folies Bergères en 2017 précisément, avec une chorale en vrai, les enfants de la maîtrise des Hauts-de-Seine. Alors vous collectionnez les succès, Christophe Baratier, on sait qu'il y en a quelques-uns que ça peut énerver, agacer, on les comprend. Judith citait Les Choristes, mais on pense également à Faubourg 36, que vous avez réalisé. On n'oublie pas non plus La Nouvelle Guerre des Boutons, grand film populaire d'après le roman de Louis Pergaud. Et en 2018, avec Pascal Obispo, vous avez collaboré à la mise en scène de Jésus de Nazareth à Jérusalem. Attendez, je reprends mon souffle, comme si ça ne suffisait pas. Vous êtes également le coprésident du Festival de cinéma et de la musique de film de la Baule. On va évidemment y revenir. André Dessenberg, Christophe Baratier, vous recevoir est un plaisir. Vous écoutez, ça annonce passionnant. Sud Radio, c'est excellent et ça commence maintenant. On aime beaucoup les histoires dans cet excellent sur Sud Radio. Alors c'est l'histoire d'un soleil qui était en train de s'éteindre, d'un temple qui avait pris la poussière et qui n'était pas loin de la mordre, la poussière. Oui, c'est l'histoire du Crazy Horse à Paris, qui est fondé par le génial Alain Bernardin en 1951. Et à sa disparition tragique en 1994, le cabaret s'est longtemps cherché un second souffle. C'est une femme qui lui a redonné vie, et cette femme, c'est vous, André Dessenberg. Et ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'au départ, lorsque vous avez entendu parler pour la première fois du Crazy Horse, qu'on vous a proposé une collaboration avec les danseuses, vous avez dit en quelque sorte « No way ». Mais jamais de la vie, jamais de la life. Vous étiez à l'époque au Cirque du Soleil à Las Vegas, André. C'est vrai, tout à fait. Je me souviens très bien. Les présidents des hôtels casinos de Las Vegas m'avaient appelé pour envoyer des artistes du Cirque du Soleil accueillir les danseuses du Crazy Horse en bas de l'avion privé qui les amenait. Et je connaissais pas le Crazy Horse, et comme ça j'ai demandé de mon bureau c'est quoi le Crazy Horse, et on m'a dit non, c'est des danseuses nues, il faut surtout pas s'associer avec eux. Alors ça c'est réussi, hein, André? J'entends la musique, moi j'y suis tout de suite au Crazy. Tout de suite. Alors, quelques années plus tard, vous avez finalement accepté de la prendre, la direction de ce Crazy Horse. Dans quel état vous l'avez trouvé, André? J'ai trouvé un bijou magnifique, mais enterré sous une tonne de poussière. Ce qui m'a beaucoup intéressé au Crazy Horse, c'était de voir qu'il y avait une vraie patte artistique, il y avait un vrai héritage, il y avait un vrai savoir-faire, mais qui était pas seulement à bout de souffle, mais qui avait été éteint, tout simplement, qui subsistait, mais les rayons du soleil commençaient il faisait froid, quoi. Il commençait à faire froid. C'était l'hiver, quoi. C'était un peu l'hiver, ouais. Mais comment est-ce qu'on passe d'un univers comme celui du Cirque du Soleil à celui du Crazy? On est quand même dans un tout autre récit, là, dans une toute autre histoire. Oui ou non, on a affaire à des artistes, on a affaire à du public, on a affaire à un spectacle vivant, avec les bobos et les joies et les peines. Et je pense que ce qui ressemble les deux, pour moi, c'est deux choses. Un, c'est le cirque, le cabaret, tout ça, c'est des arts mineurs, c'est à la marge, donc c'est marginal. Ça m'a beaucoup intéressé depuis toujours. C'est les saltimbanques, c'est les dérangeurs un peu, ça nous donne beaucoup plus de liberté en termes de création, ça m'a beaucoup intéressé. Je dois dire que tout au début, les danseuses et les danseurs ne m'intéressaient pas trop, c'est des gens un peu différents que les artistes cirque, mais j'ai commencé à adorer les danseurs et les danseuses, ça m'a pris du temps, mais c'est du spectacle vivant, et le Cirque du Soleil, le Crazy, marginal et
en même temps très vrai, très véridique. Et c'est ça qui m'a intéressée, cette vérité et cette marginalité. À quelle difficulté vous êtes-vous heurté lorsque vous vous êtes dit, bon, il faut faire quelque chose avec le Crazy? Certaines avaient pris des habitudes. C'est toujours compliqué d'en changer d'habitude aussi. Vous aviez une vision qui n'était pas forcément partagée. J'avais une vision. D'abord, je me heurtais quand même à je ne sais pas comment on dit, l'ombre ou la présence du défunt fondateur, Alain Bernardin, qui était extrêmement présente. On me disait toujours, le boss n'aurait pas aimé ça, le boss n'aurait pas fait ça. Le boss était déjà mort depuis plus de 10 ans, et donc ça, c'était quelque chose mort, mais très, très présent. Après, il y avait... En fait, c'était non, surtout et partout. J'ai mis beaucoup de temps à tourner les choses, à donner une nouvelle vie au Crazy. J'ai commencé tout simplement par remettre la création au centre. Donc la création, c'est comme ça qu'on remet l'éclat. Voilà, c'est de la vie en fait. C'est un souffle d'air, c'est la création. Ça mène des créateurs, des danseuses, des danseurs ou des danseuses surtout et des artistes de variété qui proposent des choses. Des régisseurs qui sortent leurs petits 20h, 23h, on pousse toujours les mêmes boutons, mais qui doivent se poser des questions. J'éclaire comment, je fais passer d'un tableau à l'autre comment. Et donc réflexion, vie, intérêt. Et voilà, j'ai mis un peu de temps. C'était très très difficile en partie. J'étais un peu seule parfois, mais aujourd'hui, je pense que le Crazy est un des cabarets qui marche les mieux et qui est très intéressant à mon avis, en tous les cas, artistiquement. On va y revenir. Et pour la petite histoire, il y a eu une telle divergence de vues à votre arrivée au Crazy, c'est qu'il y avait 3 rouges Crazy différents. Oui, il y avait les enfants Bernardin qui avaient hérité du cabaret, et ça c'est un peu triste dans un sens, mais ils s'entendaient pas entre eux et ils avaient des visions très différentes par rapport au futur. Et c'est sans doute aussi à cause de ça qu'ils ont vendu. Mais ils ont mis 3 rouges différents dans le lieu parce que la fille voulait un rouge comme ça, un des fils un rouge comme ça et l'autre fils un rouge comme ça. C'est pour ça aussi que le Crazy avait stagné pendant des années. C'était pas qu'ils n'avaient pas de talent, ils en avaient sans doute chacun, mais c'était la collectivité qui a fait qu'ils n'arrivaient pas à avancer. Mais dites-moi André, grâce à vous finalement, le Crazy aujourd'hui, il rayonne à nouveau à l'international, il est ambassadeur, il est incarnation, c'est quoi? C'est vraiment l'incarnation du glamour à la française, le Crazy? Je suis pas sûre si c'est le glamour à la française ou si c'est... ça a même pris une tournure un peu de la femme libre et joyeuse d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus presque ça. Il y a un côté parisien, il y a un côté glamour, chic. On est très dans le détail. On travaille avec les couturiers parisiens. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi une liberté féminine, une liberté d'expression, une créativité, une attention au détail, à l'excellence. Ça dépasse juste le mot glamour à la française. On va en reparler parce que le Crazy, plus que jamais, est une histoire de femme aujourd'hui. Ah oui, et on aime entendre ça. Autre histoire qu'on a eu envie de partager avec vous, celle d'une start-up grenobloise qui propose une solution originale et innovante aux entreprises soucieuses de réduire leur impact carbone. Sud Radio, c'est la Made in French Tech. Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech. Récupérer la chaleur produite par les serveurs informatiques pour chauffer l'eau des piscines municipales comme celle des immeubles collectifs, c'est étonnant et c'est la bonne idée qu'a eu Steamergy. Créé il y a 6 ans, Steamergy propose 3 solutions à ses clients. D'abord, une solution complète destinée à une société ou à une collectivité préférant utiliser ses propres serveurs informatiques pour chauffer l'eau de ses propres bâtiments. La start-up propose ensuite à des bâtiments d'implanter des serveurs informatiques lui appartenant pour réduire leur facture d'eau chaude. Un exemple, Steamergy, depuis mai 2017, chauffe la piscine de la Butte aux Cailles dans le 13e arrondissement parisien. Elle a implanté ses serveurs dans l'ancien local de la chaufferie, au charbon à l'époque, pour fournir la chaleur nécessaire. Troisième solution, enfin, Steamergy propose aux entreprises des ressources informatiques issues des serveurs qu'elle a implantés dans les collectivités. C'est malin. Absolument. Vous évoquiez la piscine de la Butte aux Cailles. La solution Steamergy permet de réduire considérablement la facture énergétique, avec une réduction de 45 tonnes de carbone émis par an. C'est énorme, pour bien comprendre. Steamergy qui a en somme compris avec beaucoup d'autres, et même avant beaucoup d'autres, que le marché de l'économie d'énergie serait un marché d'avenir. On parle ici de clean tech. Eh ben, on en apprend des choses avec Sud Radio. C'est excellent. Revient dans un instant avec André Dessenberg, la directrice artistique du Crazy Horse à Paris, et le réalisateur Christophe Baratier. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair
Olivier Daudet. Si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus. Sud Radio, c'est excellent. C'est excellent, c'est l'émission qui réunit celles et ceux qui ont fait le choix de la création et le pari de l'excellence. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, c'est excellent, vous racontent le parcours et leur histoire. André Dessenberg du Crazy Horse à Paris et Christophe Baratier sont aujourd'hui les invités de Sud Radio. On n'en est pas peu fiers. Et quand on parle de Christophe Baratier, nous viennent tout de suite à l'oreille ces belles mélodies. Christophe Baratier. Mais quel plaisir, non mais franchement, Moi, écoutez j'ai ça en les votre poils présence, qui se Christophe hérissent, Baratier, rien que pour ça, je fais de la Vraiment. radio, moi. Incroyable. Vraiment, on a tous fermé les yeux, les poils sont droits, enfin, c'est vraiment beau. Vous avez donc réalisé Les Choristes. Oui. C'est bien ça. Et on retrouve dans vos créations, évidemment, l'omniprésence de la musique, qui est Oui. votre formation première. Oui. C'est un fil conducteur au sein de votre œuvre, la musique, Christophe. Je ne sais pas Baratier. si c'est un fil conducteur ou une passion, c'est tellement en moi que j'aurais du mal à vous dire d'où ça vient. Je sais qu'en tout cas, moi, je savais, par exemple, écrire les notes avant d'écrire les lettres. Mon grand-père, qui était à l'Opéra à Lyon, m'avait sans doute appris. Je savais chanter très juste. J'avais l'oreille absolue déjà, même à 6 ans. Donc, quand on me demande si j'aime bien la musique, c'est un peu comme si on me demandait si j'aimais marcher ou si j'aimais respirer l'air. Vous voyez, c'est quelque chose qui est... Une C'était passion pas est tout plutôt à fait la quelque chose... question. Non, mais une passion est plutôt quelque chose qu'on s'est créé, plutôt que quelque chose avec lequel on est né. Donc, pour revenir à la question, le chant, la musique, oui, font totalement partie de ma vie. Je ne peux pas concevoir même un film qu'en termes de montage musical. Je pense tout le temps musique. Je me sens toujours musicien, aussi bien que cinéaste. D'ailleurs, j'ai toujours plus d'admiration en fait pour un musicien, un interprète qu'un cinéaste, parce qu'un cinéaste est plutôt un travail d'équipe, alors qu'un interprète, quand on lui met un piano Steinway devant, on ne peut pas y aller sans avoir fait 20 ans de travail, ne serait-ce que pour ça. J'ai plus d'admiration. Et c'est vrai que il n'y a pas de moment, je crois, de graves moments dans ma vie que je n'ai pas pu surpasser avec de la musique. En tout cas, voilà, c'est beaucoup plus qu'une psychothérapie. C'est revenir à l'intérieur, je pense, des émotions. Et finalement, il y a un moment où on se dit, avec de la musique, ce n'est pas si grave que ça. Quel a été votre parcours, Christophe Baratier? La musique, donc d'abord. Oui, je suis né. J'ai été chanteur, choriste, soprano. Oui. Ensuite, j'ai commencé la guitare classique à 7 ans. J'ai rentré au conservatoire, l'École normale supérieure de musique, où j'ai eu ma licence à 19 ans. Alors que j'avais toute une famille dans le cinéma. Mon oncle Jacques Perrin est l'acteur, producteur. Ma mère était actrice, plus tard attachée de presse. Et au bout d'un moment, je me suis dit, avec la guitare, c'était très bien, mais je n'avais pas le sentiment que c'était un instrument qui allait me donner un épanouissement universel, parce que c'est quand même malgré tout des choses de niche. C'est très bien, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui l'ont fait. Mais ce qui me guettait beaucoup, et ce qui nous guette tous, c'est de devenir professeur. Et là, professeur de musique, professeur de guitare du mercredi, j'avoue que c'était pas pour moi. Et donc, j'ai pris une décision qui était très brutale, c'est-à-dire de dire que je n'ai pas perdu mon temps, bien au contraire, à 25 ans. J'ai décidé de rejoindre le giron familial, je fais un peu l'acteur. Et rapidement, je me suis dit que le mieux pour moi, c'était d'écrire et de mettre en scène. Et ça n'a pas trop mal réussi. Plutôt pas mal, oui. D'ailleurs, Christophe Baratier, on a envie de savoir, pour vous, c'est quoi? C'est le film qui fait la musique ou la musique qui fait le film? Oui, justement, la musique de film, pour moi, c'est les deux. Je ne peux pas penser l'écriture sans la musique. Oui, sans la musique. C'est-à-dire que pour ça, d'ailleurs, que je vais faire toujours des musiques originales, alors que la mode, en ce moment, est plutôt... je vais mettre mes chansons préférées. Moi, j'ai fait toujours de la musique de film. Et j'écris d'ailleurs toutes les scènes que j'écris, même en scénario, tout seul, toujours avec une musique qui inspire le moment, qui inspire le rythme de la scène, ou en tout cas son sens. D'ailleurs, en 2005, vous avez reçu les Césars de la meilleure musique originale et du meilleur son, ainsi que vous avez été nominé 2 fois d'affilée aux Oscars, toujours pour chanson et meilleur film étranger. Oui, une fois pour meilleur film, et les chansons 2 fois, oui. Ouais, alors, on l'a jamais eu, hein. J'ai toujours gagné en français et perdu en anglais à chaque fois. En parlant de ça, Christophe, vous étiez dans la grande salle, j'imagine, du Kodak Theater. Oui. Petit souvenir, nous sommes en 2005, les Oscars.
Et l'hommage, je vois de quoi il vous, s'agit. vous me voyez venir. Exactement. Tout le monde n'est pas forcément... enfin, j'en connais beaucoup qui sont passés à côté de cette séquence assez extraordinaire. Moi aussi sur l'instant. Écoutez plutôt. Voici tout chemin, gamin d'oublier, égaré, dans la lula, man pour les mains, vers d'autres là, des mains. C'est une chanteuse très connue. Blind test. Hein. André, vous la connaissez pourtant. Ça, je suis certaine, mais Vous la connaissez très bien. Écoutez bien. C'est bien chanté, mais C'est le français. je me suis pas plaint sur l'instant. Quand je me revoyais écrire ça sur un bout de table il y a un an avant. Non, écoutez bien André. Oh, c'est très R&B ça. Les vibes. Ah oui. Ça vibes énormément tout de même. Hein? Bravo à Beyoncé. Et oui, Yeah. Beyoncé. Ah, c'était mais Queen oui. Vous la connaissez bien. j'ai Elle, failli dire Beyoncé. Mais elle a bon, même tourné un après- clip chez vous au Crédit, Oui, elle a Beyoncé. travaillé avec nous. C'est Oui, chouette. superbe. Elle vous a piqué des plans d'ailleurs. Ouais, Non, elle Si, les si, a elle a pas piqué des piqués. plans. Non, Et on d'ailleurs, s'est le lendemain, parlé tout le monde- pour qu'elle puisse les utiliser Ah, quand pardon, même. ah, Elle d'accord. s'était fait taper sur les doigts par d'autres avant. Donc elle a Ah, compris voilà. Elle a qu'il fallait compris comment il fallait faire. demander la permission. Oui, Christophe. Non, parce que le lendemain de ça, moi sur l'instant, en plus on venait des Césars, on était en décalage horaire. Enfin, bon, j'ai pas bien compris. Sur l'instant, j'ai écouté ça, j'étais ravi, moi. Parce qu'on me dit, après, on m'a critiqué, oui, mais t'as vu comment elle chante? J'ai écouté. Remettons les choses à leur place. Bon, il y a un an et demi, j'étais en train d'écrire cette chanson sur mon petit bureau, là, en me demandant même si le film allait se faire, si le disque allait sortir. On se retrouve un an et demi après aux Oscars. Beyoncé, mais elle pouvait chanter n'importe comment. Je me fichais Mais bien complètement. sûr. Évidemment, évidemment. Mais à part ça, c'est OK. Ah, Ça oui. très très bien, mais je veux dire, c'est tellement incroyable, Bah, surtout bien pour sûr. moi. Je veux dire, après, Si on se réfère aux 7 Oscars reçus par d'autres compositeurs français, peut-on dire, Christophe Baratier, que la France est de ce point de vue l'un des pays de l'excellence musicale cinématographique? ah bah oui, parce que je vais faire un peu de cocorico, mais enfin c'est Il quand même faut. les Français qui ont inventé le cinéma en Mhm. 95. Et rapidement, je veux dire, le cinéma, aujourd'hui, on l'appelle à tort film muet ou film silencieux, mais ça n'a jamais été ni muet ni silencieux. En tout cas, muet peut-être sur les paroles, mais il y a toujours eu de la musique pour accompagner. Donc, dès qu'un film est sorti, il n'a jamais été projeté dans le silence, ne serait-ce que pour traduire les émotions, ne serait-ce que pour éviter le bruit du projecteur. Et de là sont partis vraiment les premiers musiciens de film. D'ailleurs, il n'y avait pas des moindres. Il y a des gens comme Camille Saint-Saëns qui se sont mis là. Après, quand les Américains nous ont volé le cinéma, je veux dire, ils ont fait beaucoup mieux. André. Ils ont fait beaucoup mieux. Ne serait-ce que non, mais ne serait-ce que celui qui a mené évidemment le film qu'on appelle muet avec les plus belles musiques et de manière, c'est évidemment Chaplin qui a composé lui-même ses musiques et maintenant, je ne sais plus d'ailleurs quand j'écoute quand je vois un film de Chaplin, si c'est la musique qui me plaît ou si c'est l'image, on ne sait pas tellement ça appartient. Mais il est vrai que la France a gardé une très belle école de musiciens de film. Et c'est d'ailleurs, vous le rappeliez d'ailleurs, je crois que sept compositeurs ont été oscarisés. Parmi lesquels Michel Legrand, Georges Delru, Alexandre Desplat. Et donc, ça fait qu'il y a une très très belle école en France et c'est pour ça qu'il faut la garder. C'est pour ça que je lutte beaucoup pour la continuité de la musique originale. Parce que c'est très bien de passer ses musiques préférées sur une scène, mais la musique originale a toujours un sens et il ne faut pas oublier ce métier. Le musicien étant toujours le troisième auteur du film, après le scénariste et le réalisateur. Bien J'aime sûr. beaucoup entendre ça. Et d'ailleurs, Christophe Baratier, on a envie un peu de savoir vos compositeurs de référence, à part Bruno Coulet, bien sûr, évidemment. Quels L'excellent sont vos Bruno compositeurs? Bien sûr. Bah, ça fait 2 films que je fais avec Philippe Rombi. D'accord. Philippe Rombi qui avait fait en son temps, qui a fait tous les films d'Ozon, tous, qui a fait aussi Les Ch'tis, qui a fait Astérix, mais qui a fait aussi des films comme L'Homme et son chien. Voilà. Philippe qui est un vrai compositeur, parce que je n'emploie que des compositeurs qui écrivent la musique. Pardonnez-moi, ça paraît un pléonasme, mais il y a beaucoup de gens qui font de la musique, mais peu savent l'écrire. Bien sûr. Donc, j'emploie toujours des gens qui savent l'écrire. Et avec lui, on s'est retrouvés totalement en harmonie, comme je l'étais avec Bruno, d'ailleurs, pour d'autres raisons. Et puis, récemment, j'ai eu aussi d'autres... Puisqu'avec Bruno, nous avons adapté Les choristes en comédie musicale, où ça a été un gros triomphe au Folies Tout à Bergères, fait. qui a même tourné, qui est maintenant représenté en Chine, en chinois. Ça, je suis allé à Shanghai, au Grand Opéra de Quelle Shanghai. aventure. Oui, tu vois, on voit Pavarotti, Placido Domingo, ça, puis on voit les choristes. Je me dis, et puis récemment aussi, il n'y a pas tellement de temps, avec Pascal Obispo, pour pour un Jésus. spectacle que j'ai écrit et mis en scène, dont il a fait toutes les musiques, voilà, qu'on essaie de rendre plus opératique que les comédies musicales. Enfin, Oui, pas de tradition, mais dans le genre français récent, qui était très pop, qui était là, on a essayé de le rendre plus opératique, voilà. Et donc, évidemment, la musique fait partie de ma vie et c'est pas fini du tout.
Christophe Baratier, vous restez avec nous, c'est passionnant décidément. André Dessenberg aussi. Tout de suite, Valérie Solvy nous rejoint. Valérie, aujourd'hui, vous allez nous parler d'une boutique extraordinaire de notre cité phocéenne, Marseille. Sud Radio, c'est l'art et la manière. Sud Radio, c'est excellent. L'art et la manière. Cap sur la planète Mars, donc avec vous Valérie aujourd'hui. J'ai toujours été amoureuse des quincailleries. Je me souviens de celle où j'allais avec mon père à l'île de Ré, plus précisément à Saint-Martin. Aller à la quincaillerie était une fête. C'était un endroit merveilleux, que ce soit pour y trouver une casserole, une lampe de tempête, une vis à la bonne taille ou un marteau, des objets utiles. Des années plus tard, un couple d'amis m'a offert un cadeau. Il venait de la maison Empereur. C'était une blouse de potier en toile de coton, avec de grandes poches et d'immenses boutonnières. J'adore la porter. Les vêtements de travail ont cela de particulier. Quand on les endosse, on met le costume et ça y est, l'habit fait l'artiste. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler de la maison Empereur, comptoir marseillais de quincaillerie, qui se trouve 4 rue des Récollettes. Son histoire commence en 1827, 7 générations. Le premier, André-François Empereur, exerçait la profession de cloutier. Ses enfants et ses petits-enfants, après lui, ont ensuite élargi le commerce à d'autres spécialités. Dans ce comptoir de quincaillerie marseillais, on trouve donc d'abord de la quincaille et des drogues. Le terme quincaille, en ancien français, clincaille, s'applique aux choses qui brillent, qui cliquent et qui claquent. Le terme drogue s'applique à ceux... Enfin plutôt, ce sont des substances. On s'en sert pour les teintures et pour la médecine. Des compositions dont les artistes ont le secret. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire universel du commerce de Jacques Savary en 1740. Et oui, je fais la savante, tout est du savoir. Aujourd'hui, la maison Empereur vend tout ce qui peut être utile et beau. Des ustensiles et des accessoires, des vêtements et des outils. Certains préfèrent aller chez le roi Merlin. Moi, je préfère la maison Empereur à Marseille. Magnifique. Extérieur et intérieur, étagères et vitrines en bois, bazar bien organisé, quelle chance. Du charme et de l'histoire. Maison pour nostalgiques qui incarne l'éternité. Elle raconte la grandeur et la noblesse du passé avec des outils d'antan. Elle sait aussi s'adapter à la modernité avec des objets contemporains et techniques. Si vous me demandez le nom des choses que j'aime le plus dans cette quincaillerie, impossible. Peut-être la boîte ronde et jaune, Graisse Paulin, aux 3 effets essentiels pour les cuirs, parce qu'elle prouve que dans un pot, une bonne crème peut nourrir et rendre beau un cuir, un meuble, une reliure. Et puis, j'ai 2 raisons pour fêter Marseille. Ma mère y est née et la maison Empereur s'y trouve. Cette quincaillerie est le paradis des jouets pour grands. Le chic, de 3 € à plusieurs centaines d'euros. Comment réenchanter le quotidien, l'instant poétique, Merci. c'est au-delà de l'art et la manière. Valérie Solvy, un grand merci, à la semaine prochaine. Sud Radio, c'est toujours excellent et on revient juste après ceci. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont un jour fait le choix de la création et le pari de l'excellence. Ils se racontent et se rencontrent avec Sud Radio. André Dessenberg, la directrice artistique du Crazy Horse à Paris, Christophe Baratier sont aujourd'hui nos invités et en parlant du Crazy Horse, prolongeons ensemble l'instant plaisir. Striptease-moi avant que je te déshabille. Je vois que t'aimes ça à ton regard qui brille. Création musicale, moi aussi je sais pas s'il est pris. Striptease-moi. Vous aimez le On Crazy, adore. Christophe Baratier, vous connaissez? Alors moi j'ai 2 messages. D'une part, le premier message c'est que je suis jamais allé, jamais rentré. Mais non. Message Jamais de ma vie. entendu. Le deuxième reçu. message c'est que si jamais un jour pour une revue vous cherchez quelqu'un, je crois que c'est bien de choisir quelqu'un qui ne serait jamais rentré. pour plus de jours. Bah déjà, je vous inviterai à venir voir, pour voir si ça serait... En tout c'est cas, ce c'est qu'on vrai, appelle- moi qui ai travaillé sur le cabaret, version cabaret dans Faubourg 36, Bien cabaret plutôt, on va dire, à l'ancienne Montmartre 3, ce que j'ai toujours trouvé, enfin visuellement dans le Crazy, c'est que c'est parisien certes, mais c'est parisien plutôt d'une autre époque, parce que on n'est plus dans le côté Paris, paillettes, Paris, la fête, Paris, je t'aime. On est dans quelque chose qui nous emmène vraiment dans une sphère d'ailleurs assez poétique, assez interlope, qui avait une réputation à un moment... on va dire un peu sexe, un peu comme ça, mais maintenant c'est très artistique et c'est une réputation, je dirais glamour, mais chic, dans le bon sens. Oui, Donc, et on je sait- Mais vous en pense parlez que- super bien, vous y êtes allé, Christophe, c'est pas Jamais. possible. Sérieux? Non, jamais. Moi, Vous en je parlez très invite, bien. absolument. Mais le Crazy, c'est le côté parisien, pour moi, c'est le côté de la mode, de l'esthétisme, de la créativité. C'est pas les paillettes et il n'y a pas de paillettes au Crazy déjà. Et c'est pas Paris de la belle époque.
il y a d'autres cabarets qui se sont greffés là-dessus, qui retransmettent une image du Paris passé. Le Crazy a toujours eu des créations inspirées du moment. En 69, Bernardin a créé un numéro qui s'appelait Vénus. C'était une fille qui part dans l'espace parce que les Américains étaient partis sur la Lune. Moi, j'ai fait créer un numéro en 2008 sur la subprime où la fille, il y a un striptease, ça s'appelle Crisis, What Crisis. Oui. On reste toujours dans... C'est une création qui s'inspire de l'actualité et qui revient dessus. Et donc, quelque part, on attire aussi des créateurs avec qui on travaille, qui s'inspirent de l'actualité, qui la traduisent. Et les gens qui défendent et qui jouent ça sont tous des danseuses sublimes, gentilles, belles, libres, intelligentes, curieuses. Et donc, quelque part, moi, j'ai le métier de rêve, mais c'est un show de rêve aussi pour moi, parce que les protagonistes qui interprètent ces histoires inspirées de l'actualité, dans un cadre très chic, sont juste géniales. Donc, bon, bref, j'en pars avec beaucoup d'amour et très inspirée par la troupe aussi que j'ai pour faire toutes ces créations et pour faire vivre le Crazy. Et que vous avez su monter et puis renouveler aussi. Mais j'ai quand même bien noté au passage, comme les auditrices et les auditeurs de Sud Radio, offre candidature en direct tout de même de déjà Christophe Baratier. invitation pour venir voir le show. Donc, vous imaginez l'affiche Baratier au Crazy, mais c'est génial. C'est ça. excellent, on le dit bien, vous allez étonner. Ah mais moi j'adore ce genre de choses et puis c'est vrai que là on n'est pas dans le... On m'a beaucoup proposé des choses, mais évidemment il fallait le cancan, ça peut être très bien, c'est pas le problème. Mais c'est totalement autre chose. Et cette vision-là, il y a une vraie vision en tout cas. Et il y a l'importance au Crazy Horse aussi de la musique. Et nous avions pendant des années un compositeur maison qui était Jacques Morali, qui est le monsieur qui avait les Village People et qui a écrit pour beaucoup de Zaza. Il a écrit pour beaucoup de gens, même Bette Midler, des grandes chanteuses américaines. Très bon et musicien. aujourd'hui encore, j'essaye d'amener des compositeurs. Justement, on a entendu Striptease moi pendant que je te déshabille. Il y a quand même un jeu. Léonard Lazary, un Français parisien. Mirwais a travaillé sur une des musiques. Fred Palem. Fred Palem. Je suis pas sur un compositeur pour l'instant. Je pioche un peu selon les besoins. Mais c'est des gens superbes qui font vivre la maison aussi. Et donc la musique. Mais Lazary, c'est une bonne référence, Lazary, qui est en train de redonner un peu son lustre, lui, à Castel. C'est une autre histoire. André Dessenberg, vous avez aussi, donc vous êtes directrice générale artistique du Crazy Horse, je le répète pour ceux qui nous rejoignent actuellement. Vous avez eu la bonne idée d'inviter des guests prestigieuses et inattendues à vous rejoindre le temps d'une revue. Donc il y a eu Dita Von Teese, il y a eu Pamela Anderson, Clotilde Courreau, la princesse, Conchita Van Wurtz. Et sa barbe. Et sa barbe. Qu'ont-elles pu vous en dire? Comment elles l'ont vécu, elles, les danseuses, la troupe? Comment ça s'est passé, en fait? Et ma dernière, je veux juste dire, Victoria Modesta, qui est cette femme exceptionnelle qui s'est fait amputer pour mieux avancer dans la vie, quand même. Incroyable. Et qui fait en plus du cabaret maintenant. Qui fait du cabaret maintenant. Qu'est-ce que les danseuses disaient? Comment ça se passe dans la troupe? Comment elles le vivent, elles, d'abord, et les danseuses ensuite? On a envie de savoir un peu les secrets de fabrication d'un spectacle. C'est des aventures humaines et artistiques, c'est des moments d'échange intenses. Ça fait évoluer. Les danseuses adorent parce qu'elles évoluent, les régisseurs aussi. Parfois, c'est difficile parce qu'on doit se remettre en question, mais c'est des moments de bouffée d'air pour nous en interne. Et les artistes que nous invitons sur la scène du Crazy repartent toujours aussi avec d'abord des souvenirs et des petits secrets de fabrication, parce qu'on a des petits secrets. Dita, elle est repartie avec des petits secrets de maquillage. Conchita avec des secrets de ça. On peut les connaître, les secrets, voilà. Il y en a plein, des petits comme ça. Même Beyoncé, elle n'est pas venue sur notre scène, mais avec Beyoncé, nous avons fait un clip. Elle nous a appelé pour faire... On pensait que c'était une blague, d'ailleurs. Queen quand Bee. le premier téléphone est arrivé, Queen Bee veut travailler avec vous. On a travaillé ensemble. C'est une très grande professionnelle. Elle aussi, je pense qu'elle a ramené des morceaux de savoir-faire. Et nous, on a vu des choses... Vous en imprégnez, on s'est imprégné. Donc, c'est toujours des histoires humaines et artistiques, créatives, très intéressantes, qui apportent de la vie au Crazy et aux équipes aussi. On a le sentiment, pour prolonger un peu la discussion qu'on a engagée il y a quelques instants, André Dessenberg, que le Crazy aujourd'hui, plus que jamais, sans doute, plus que jamais, c'est une histoire de femmes et de femmes d'aujourd'hui qui sont conscientes de leurs atouts, de leurs atours, et en même temps très indépendantes. Ce qui n'était quand même pas exactement le cas à l'époque du regretté Bernardin. Les temps changent. Les temps changent et je pense que ça va et ça vient. Je pense que les premières effeuilleuses au Crazy dans les années 50, tout au début,
c'était des femmes très culottées qui se déshabillaient en public. Après, je pense qu'il y a une deuxième phase où c'était moins ça. Je veux dire, ça vient et ça part. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes femmes qui sont au Crazy sont justement des femmes très jeunes, indépendantes, ambitieuses, rigolotes, structureuses, curieuses. Et moi, je suis en super admiration devant elles parce qu'elles ont une confiance en elles à 19, 20, 21 ans que jamais j'avais à cet âge-là. Et je vois une nouvelle génération arriver. Très incarnée. Très incarnée, qui sait ce qu'elle veut, qui n'est pas du tout mal polie ou trop ambitieuse ou qui marche sur d'autres, mais qui a une certaine confiance et une certaine amour de la vie et de leur métier qui me fascine, qui me passionne et qui m'inspire beaucoup. C'est ce que vous avez pu me confier. Fut une époque où leurs ZD brûlaient leur soutien-gorge. Aujourd'hui, elles s'achètent les plus beaux. Et elles se mettent des corsets. Elles se mettent des corsets, des talons. Elles sont mais pour elles et féminines. avant tout, C'est ça, je la vraie pense que c'est une féminité question aujourd'hui. par rapport à elles-mêmes. Elles sont plus dans la confrontation ou dans le vis-à-vis de l'homme. C'est un vis-à-vis avec leur miroir elles-mêmes. Vous voyez, Mais ça change beaucoup de choses, hein, mine de ça rien. change tout. Bien C'est sûr. tout le discours. C'est juste un ajustement par rapport à voilà aussi ce que ça dégage sur la scène. Et c'est drôle parce qu'on a pas mal d'actrices américaines. Donc il y a le mouvement MeToo, il y a le mouvement Free the Nipple, tout ça. Les actrices américaines viennent au Crazy beaucoup. Et elles repartent sur Twitter, sur Instagram, et elles font hashtag Free the Nipple, hashtag le Crazy, c'est le plus féministe de tous les... C'était pas l'intention première, mais il y a quelque chose où les actrices et les artistes féminins se retrouvent et se reconnaissent dans la force féminine sur scène. Belle histoire que celle du Crazy. On va continuer à en parler, évidemment. Oui, Olivier, autre histoire qu'on a eu envie de partager avec vous, encore une. Oui, celle d'un concierge pas du tout comme les autres. Sud Radio, c'est le talent de la semaine. Sud Radio, c'est excellent. Le talent, la stratégie de la semaine. Pierre-Paul Monet, bienvenue chez Sud Radio. Eh bien, bonjour. Vous avez été président des Clés d'Or, prestigieuse association de concierges parisiens. Vous avez plus d'une décennie d'expérience de la conciergerie sur mesure et vous avez monté Pavel Concierge, si je ne m'abuse, qui est le concierge spécialisé des événements. Oui, sur votre site www.pavel avec un W, concierge.com, eh bien les mots qui nous accueillent à l'arrivée parlent d'eux-mêmes. Alors je les lis, je les cite: accueillir, écouter, servir, aider, agir, sourire. Pierre-Paul Monet, expliquez-nous au juste, aujourd'hui un concierge c'est qui, c'est quoi? Bien, alors, juste pour rectifier une toute petite chose, j'ai été président des Clés d'Or mais pour Paris. Je n'ai pas été le président national. Non, mais ça viendra. C'était déjà une grosse affaire. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà sympathique. C'était un grand honneur pour un monteur de valises comme moi, pour une sorte de col bleu en col blanc. Un concierge, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est le secrétaire particulier de chaque client qui le souhaite pendant son séjour. Quand il arrive, il n'est pas forcément au courant de ce qu'il pourra trouver à Paris. Et là, il découvre qu'il y a la Traviata à l'Opéra. Quel Crazy. Voilà, qu'il y a le Crazy Horse, qu'il y a des restaurants merveilleux, qu'il y a des choses extraordinaires à Paris. C'est un monde sans fin. Et justement, nous sommes là pour apporter toutes ces informations, ces explications, ces souhaits à ces personnes. Et surtout, quand il n'y a plus de place, eh bien, nous sommes là pour tout faire pour les trouver. Pierre-Paul Monet, vous exportez un savoir-faire propre au Grand Palace, dans un milieu qui est mouvant finalement, parce que vous êtes spécialiste des événements, je le précise. Donc un événement, c'est éphémère en plus. Comment fait-on pour garder l'excellence du service dans des conditions, on présume, parfois quand même assez compliquées, difficiles ? Bah justement, l'idée a été... moi, je commençais un peu à m'ennuyer, en fin de compte, dans les hôtels. J'y suis resté quand même à peu près 15 ans. Je suis rentré dans l'hôtellerie à 22 ans. J'ai... à la suite, en fin de compte, j'avais pas beaucoup d'idées, mais c'est un client qui m'a dit: si on avait un garçon comme vous, à Villepinte, à la porte de Versailles, ou dans un salon professionnel, alors là, ce serait extraordinaire. Ça n'a fait qu'un tour, et je me suis décidé de quitter l'hôtellerie. J'ai donc rendu mes clés à l'association des Clés d'Or, et je me suis consacré à apporter sur des lieux
si j'ose dire, hostile, que sont les salons professionnels. Villepinte, il faut y aller, c'est un petit peu loin, mais il y a aussi il y a un tourisme business à Paris, et il est malheureusement un peu souvent oublié. Donc l'idée, elle a été simple, c'est de déménager les us, les coutumes, le matériel, les hommes, les femmes, sur un lieu d'événement comme, je vous en ai parlé, Villepinte ou Porte de Versailles ou d'autres lieux. Et en fin de compte, la réputation que l'on a quand on est étranger, la réputation des Français, du moins, c'est souvent une réputation ce sont des gens rudes. You are rude people. Et donc, confirmez, André. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. C'était très fort, c'est de moins en moins, Ça mais se calme oui. un peu. Oui. Ouais. Mais quand j'ai monté donc cette petite structure et cette idée, c'était il y a 20 ans, et c'était un peu compliqué. Donc voilà, d'apporter. En fin de compte, ces personnes travaillent pendant des années ou des mois à préparer un événement, et on se doit de leur apporter justement tout le confort nécessaire. Une personne peut perdre une journée, par exemple, à aller chercher. C'est des petites choses, hein, c'est pas forcément l'éléphant rose, mais un petit câble d'ordinateur pour la connecter à sa télévision qu'elle a oublié en Allemagne. Vous êtes dans le 9-3 à Villepinte, vous pouvez mettre une demi-journée pour aller le chercher. Nous, on est là, on a des équipes, on a des concierges, on a des chasseurs. Un chasseur, c'est quelqu'un qui est avec un peu un va chercher. C'est un peu la main tendue du concierge, et il monte sur sa moto et il va immédiatement chercher tout ça. Voilà. Cas pratique, imaginons, Christophe Baratier est attendu pour présider la prochaine cérémonie des Césars. Ça vous prend au nez, ça, mon Christophe? Il a un accro à son smoking. Qu'est-ce que vous faites pour lui? Justement, le luxe, c'est ça. C'est si à Monsieur Baratier, je lui apporte 1 kilo de caviar à ce moment-là, il va me dire mais moi je m'en fous. Moi ce que je veux, c'est qu'on me recouse le bouton sur ma chemise ou qu'on m'enlève la tache qu'il y a dessus. Et Beyoncé, elle se casse son talon aiguille, ça marche aussi ou pas? Ah mais tout à fait. On a un atelier de cordonnerie puisqu'on déménage tout un matériel pléthorique sur des événements tels que des tournois internationaux de tennis comme Roland-Garros. On apporte pratiquement 1 tonne de matériel. Génial. Donc on a un atelier de cordonnerie, on a des cosses de batterie de voiture et de camions, on répare. C'est excellent. Mais en fin de compte, il faut avoir plein de trucs, quoi. C'est ça. Et des choses super improbables pour. Vous avez une scie circulaire, oui monsieur, on la met sur la table, absolument, tout à fait. Donc là, la personne, voilà, c'est un peu aussi l'effet surprise, l'effet waouh. Et là, récemment, on répare les téléphones portables cassés, puisqu'il y en a 1 sur 2 qui est cassé en général. Donc quand on nous le donne à charger, on change la vitre du téléphone pour le client. Voilà. Non mais il faut voir la tête d'Olivier, il en revient pas, je le dis quand même. Vous connaissez tout ça, vous, Christophe? Mais je connais, j'ai la chance parfois d'avoir fréquenté, même assez souvent, ça fait le privilège de notre métier, de fréquenter des grands hôtels. C'est vrai qu'à Paris, les concierges ont quelque chose de très particulier, forcément. À Paris, il y a une demande encore beaucoup plus extravagante, mais même notre festival à la Baule, où il y a l'hôtellerie Barrière, à Cannes, évidemment. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez les concierges, c'est leur faculté à jamais s'étonner. Oui, c'est voilà, ça. c'est ça. Même si c'est demandé. Et parfois, autrement, à la Baule, je disais, mais les pauvres, ils s'occupent pas non seulement comme ça. L'autre fois, il dit, oui, une balle pour votre chat, d'accord. Mais quel type de balle, madame? Même votre chat, ça, mais... Bon, aïe. Mais là, je me dis, ça va partir. Et puis, quand la balle a été perdue aussi, mais je vous jure que votre balle n'était pas dans la chambre. Et donc, moi, j'admire ça parce que c'est une faculté. Et c'est vrai que le concierge est un peu. Par rapport à la réception, est un peu d'un coup celui qui va devenir notre confident, d'une certaine façon. Et ça compte, écoute. Eh bien, Pierre-Paul Monnet, merci beaucoup d'être venu à nous. Et les services de Pierre-Paul Monnet sont à retrouver sur Pavel Conciergerie, www.pavel avec un w.concierge.com. Vous écoutez Sud Radio et vous avez bien choisi. C'est excellent. On revient dans un instant. Avec André Dessenberg du Crazy Horse et le réalisateur Christophe Baratier. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, vous êtes évidemment les bienvenus. On a juste un peu beaucoup commencé sans vous. C'est excellent. C'est excellent, c'est l'histoire de leur passion et le partage de leur talent. Les talents aujourd'hui d'André Dessenberg du Crazy Horse à Paris et du réalisateur Christophe Baratier. Christophe Baratier, vous aimez parler de l'humanité. J'entends par là que vos personnages sont souvent très incarnés, bien dans la profondeur de leur être, si j'ose dire. Comment faites-vous pour les créer? Vous vous inspirez des gens autour de vous ou ils naissent d'une espèce de fantasme d'une humanité plus généreuse qu'elle n'est vraiment? Oui, il y a cette idée, c'est de voir la vie en plus beau, forcément. Ouais. Et je m'inspire de tout ce que je voudrais être et que je ne peux pas toujours être. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est compliqué comme phrase, non? Ça va? Non, non, voilà, c'est des sentiments, c'est qu'est-ce que j'aimerais me conduire comme ça. Je dis pas tout le temps que c'est bien ou que c'est facile, mais qu'est-ce que j'aimerais à ce moment-là avoir eu cette réaction? Et c'est d'ailleurs ça qui fait partie pour moi des héros de cinéma depuis que j'ai tout petit, c'est l'identification.
Quand on voyait un beau geste, quand on voyait quelqu'un qui avait tout d'un coup une belle réaction, qui avait du courage, bah, c'est ça qui m'inspirait. Et donc, c'est évidemment ça. La reproduction de la réalité documentaire, je l'aime en documentaire. Dans les fictions, je l'aime vraiment quand elle est l'incarnation dans ce qu'on voudrait finalement faire partager aux spectateurs. Et cette humanité-là, ce sens de l'humanité, celui que vous nourrissez, est-ce que c'est pas au fond ce que vous reprochent certains de nos confrères, certains critiques qui ont un peu de mal par ailleurs et depuis toujours avec la culture populaire? Alors, culture populaire, je dirais peut-être pas ça, en tout cas avec ce qu'ils appellent les bons sentiments. Les bons sentiments, c'est tout ce qui, on va dire, anoblit, tout ce qu'on dit que c'est bien, tout ce qui donne, tout ce qui est positif. Comme si tout à coup, eux, ils aimaient les mauvais sentiments. Moi, j'avoue que j'aime les deux, mais je n'aime pas... J'aime aussi les œuvres très noires, j'aime aussi les films d'horreur, j'aime beaucoup le Joker, enfin, j'aime tout ça. Mais en même temps, je crois qu'il faut se ressembler. La pire des choses étant de vouloir faire quelque chose pour plaire aux gens. Non, c'est pas plaire aux gens qu'il faut d'abord, c'est pas se plaire à soi-même, c'est en tout cas ne pas avoir peur de leur jugement. Parce que si jamais on se dit qu'il y a un public pour ça, pourquoi est-ce que je devrais absolument prouver le contraire, uniquement pour faire plaisir à celles qui ne m'aiment pas? J'ai jamais réussi comme ça. Vous êtes quelqu'un de très sincère, en somme. J'ai l'impression. Christophe Baratier, vous allez mettre en scène le 3e volet de la trilogie de Marcel Pagnol, Le Temps des secrets. Après le succès des 2 premiers, peut-on savoir un secret justement de fabrication? Par exemple, comment on fait une bonne adaptation? Alors, une bonne adaptation est quelque chose qui ne tient pas forcément à la réalité de ce qui est écrit dans les détails, mais qui va chercher le sens profond pour ressembler à l'auteur. Dans Le Temps des secrets, qui est une véritable adaptation, on ne trouvera pas tout ce qu'il y a dans le film dans Le Temps des secrets, mais tout est quand même par-ci par-là. Vous savez, Pagnol, il a dans toute son œuvre, si on la connaît bien, ça demande d'être travailleur, il faut tout voir et tout lire, mais c'est pas un travail, c'est un plaisir. En tout cas, il y a toujours par ici une graine de ça. Un petit bout de ci, une petite teinte par là. Et à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans Le Temps des secrets, mais qui sont malgré tout de Marcel Pagnol, qu'il faut savoir réunir sans rester dans la littéralité. Parce que la littéralité, aujourd'hui, a du charme, mais elle peut être un peu datée de temps en temps. Alors qu'aujourd'hui, justement, il y a de façon induite tellement de choses contemporaines et universelles et intemporelles qu'il faut simplement aller chercher. Il faut être un bon jardinier. Oui. Vous l'aviez prouvé d'ailleurs dans La Nouvelle Guerre des Boutons, en vous affranchissant tout de même un peu du roman originel de Louis Pergaud. Ah bah, qui est incompréhensible aujourd'hui. Non mais je veux dire, Louis Pergaud, même Yves Robert, il l'a simplifié. Louis Pergaud, c'est comme on aurait dit du Rabelais. C'est une langue totalement en patois. Il n'y a pas d'action. À part si c'est les boutons, on ne sait pas très bien. C'est que des personnages, on va dire, iconoclastes. Mais Yves Robert avait beaucoup ramassé de ça. Et moi, l'action, je l'avais dramatisée en la situant pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est un peu une obsession chez moi, parce que généralement, je situe toujours mes films à l'intérieur de ces 10 années-là. Voilà. Il y a quelque chose de Lebrac chez vous? De Lebrac, oui, je pense que de se révolter quand on n'est pas compris. Voilà, ça oui. Pas se révolter en général, mais quand on n'est pas compris, c'est énervant. Voilà. On a envie de vous entendre également sur ce passionnant festival qui s'est conclu il y a quelques jours à La Baule, festival de musique, de films, que vous avez commenté avec le copain de toujours, j'imagine, Sam Bobino. Et Sam Bobino, oui, et Pascal Langlais, ça m'avait proposé il y a 6 ans. Il n'y avait plus de festival consacré. Autant on trouve partout des festivals de cinéma en France, festival du cinéma et de la chaussure, festival du cinéma et du fromage de chèvre. Mais il y avait pas de cinéma de musique de film. Et pourtant, et depuis d'ailleurs à La Baule, donc chaque mois de décembre, on invite un grand compositeur. Je peux les citer dans l'ordre. On a eu Francis Lay, Michel Legrand, Lalo Schifrin. Vladimir Cosma, Eric Serra. Et là, nous venons d'avoir Gabriel Yared, dont on entend le thème de voilà, 37 pour à chaque fois un concert dirigé par eux-mêmes et surtout autour des compétitions avec des films qui soit sont avec une très belle musique originale, soit liés à la musique. Et ce festival qui a maintenant 6 ans, ça y est, prend une dimension, ce qui fait que maintenant on va commencer à dire à La Baule, tu vas à La Baule sans avoir besoin de préciser au festival, ce qui est déjà pas mal. André Essenberg, le Cinoche pour vous? Le Cinoche français, pas trop, vous n'avez pas forcément le temps? Si, mais je suis beaucoup dans le live. C'est vrai, j'aime regarder de temps en temps, plus chez moi. Je vais moins au cinéma. J'ai un jeune enfant, donc c'est plus compliqué. On connaît ça. Voilà, on connaît ça. C'est plus le Netflix ou des choses... Il y a des très bons films sur Netflix. Hein. Ah oui, mais... Je regrette, je devrais regarder plus. J'aime beaucoup les films, j'adore quand je prends le temps, mais j'ai souvent un peu, il faut me pousser pour prendre le temps. C'est sûr qu'il y a 2-3 films vraiment à voir que je conseillerais, si vous me le permettez tout à l'heure. Au contraire. En tout cas, Netflix, il y a un grand régal, et je crois que ça, c'est vraiment pour adultes, pour toute la famille, c'est redevoir l'intégralité des, comment on disait, The Twilight Zone, la 4e dimension, depuis le premier film en noir et blanc. J'avais jamais vu les premiers.
Et je dois avouer que j'ai plus tout à fait l'âge d'avoir peur, mais ça fait quand même peur au bout d'un moment. Ça marche toujours. Ouais, hein, c'est ce truc. superbe. Ouais. Rien que la musique vous met dans l'ambiance. Ça fait du bien la production cinématographique, Netflix, ces grandes plateformes qui sont en train de se constituer, Disney Plus aussi. En tout cas, c'est évidemment une fenêtre, une nouvelle fenêtre qui donne une certaine liberté, Netflix. Parce que c'est vrai que Netflix affranchit un petit peu des choses qu'on a quand on fait des films hertziens pour toute la famille. Parce que quand ça passe sur France 2 à 20h30, on a besoin d'avoir un cast, on a besoin d'avoir un ton, on a besoin quand même de rester dans une certaine façon de narration qui me va très bien. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dépasser ces cadres-là. Alors que Netflix, pour une fois, j'ai eu un contact avec eux, ils m'ont dit arrête d'être correct, arrête, vas-y, lâche-toi. Même si c'est grossier, même s'il y a du sexe, vas-y, parce que c'est comme ça. Et donc, c'est quand même une façon qui donne une liberté. Alors attention, on est quand même dans une entreprise multinationale. C'est pas du genre, c'est pas l'université où chacun décide, hein, on n'est pas parmi les babacools. Mais en revanche, c'est vrai qu'on peut se permettre d'être excessif. Et ça, c'est agréable. Christophe Baratier, pour revenir un petit peu au Festival de la Baule, on y retrouve du cinéma, de la musique, de la télé aussi dans le jury, hein, parce qu'il y a André Téchiné, vous avez Thomas Dutronc, vous avez Patrick Poivre d'Arvor, vous avez des grands noms dans ce jury. Est-ce que finalement, c'est comme une évidence ce mélange des genres, puisque vous nous parlez de Netflix aussi, qui devient finalement indissociable du cinéma lui-même. Est-ce que tout ça, aujourd'hui, est-ce que c'est pas ça le monde de demain, finalement ? Oui, c'est un mélange des genres. C'est vrai que le cinéma étant l'art du récit, on se rend compte que la musique elle-même doit être au service du récit, justement. Et le fait de comprendre à quel point la musique... Parce que finalement, quand on regarde les choses de loin intellectuellement, on se dit pourquoi est-ce qu'un film a besoin de musique ? On me raconte une histoire dans la vie, j'ai pas besoin qu'on me mette une musique pour comprendre. Or, il s'agit vraiment d'un spectacle. Et c'est vrai que l'intégration de la musique expliquée par ces grands compositeurs nous montre de quelle façon, et d'ailleurs beaucoup de films, vous le saurez, vous le savez bien, beaucoup de très grands films se sont très souvent distingués parce qu'ils avaient aussi une très grande musique. Donc évidemment, c'est indissociable. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec Sandra Dessenberg ? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et la musique, ça fait, en spectacle vivant, c'est déjà 70% du numéro. Ça porte, ça ouvre, ça dirige, ça vous met en sauce, pour ainsi dire. Et ensuite, les artistes en scène et en émotion. Ça Bien ouvre sûr. les bons chakras ou je sais pas quoi. Mais après, c'est aux artistes de faire le reste. Mais c'est très, très important, la musique. André et Christophe, vos choix seront les nôtres. C'est excellent et c'est le moment où on sort. Sud Radio, c'est excellent. L'instant culture. Oui, André Dessenberg, vos bonnes idées, vos bonnes prescriptions. Alors moi, je vais aller au Crazy, bien sûr, Totally On veut Crazy. voir le dernier spectacle. C'est l'intégrale. Oui, Racontez-nous un peu. Le spectacle en ce moment est Faut y aller, Christophe, c'est superbe. le moment, c'est le moment. Oui, le spectacle est superbe, les danseuses sont superbes. Il y a un maître de cérémonie espagnol, José Carlos, fantastique, doit qui chante déménager. super, qui est magnifique, qui a un petit numéro. Il y a un Américain qui fait des numéros je vous dis pas, mais des attractions. On s'amuse, on rigole, on voit du beau, on boit du champagne. C'est une super sortie. Anti-morose, anti-pluie. Au Crazy Ouais, Horse c'est ça, à Paris. Anti-crise. Au Crazy Non, Horse puis ce à qui est Paris. génial, vous qui n'y êtes jamais allé, Christophe Baratier, c'est que Totally Crazy, c'est les plus grands, les plus beaux tableaux passés et actuels du mythique cabaret. Il faut y aller, c'est le moment. On y va d'ailleurs en sortant. Oui, tout de suite. Sinon, à part le Crazy, d'autres idées de sortie ? Ah, moi, j'en ai plein. Alors, je viens de voir Julien Cottereau, ou je pense que ça s'appelle le Lucenaire, dans le 6e arrondissement. C'est le Julien Lucernaire, Cottereau est À un Paris. clown mime que je connais depuis des années, qui vous fait voyager pendant 1h30 en faisant juste des bruits, qui vous raconte des histoires. À la fin, on a envie de pleurer, de rigoler, de On peut y l'embrasser, aller avec les enfants. de le tenir dans les bras. Ça fait peut-être un peu peur à certains enfants. C'est un spectacle d'adultes. Peut-être les ados, sans aucun doute. Il y a une participation avec le public si on s'assoit dans les premières rangées. Attention, c'est délicieux, c'est humain. Il a un talent fou. Moi, je trouve Julien Cottereau, je le recommande haut la main. Je confirme le talent de Julien Cottereau, Christophe Baratier. Bien sûr, je l'avais vu, et d'ailleurs, ça fait une liaison. Parce que moi, je vais conseiller du cirque. C'est vrai que autant quand on a vu débarquer le Cirque du Soleil il y a une vingtaine d'années, ça a été une révolution et c'est absolument magnifique. Mais Julien Cottereau, je l'avais découvert dans un endroit où se donne chaque année un nouveau spectacle. Et là, je reviens au centre de la centrale nucléaire du cirque, qui est la famille Bouglione et le Évidemment. cirque d'hiver. Et ça, j'avoue avouer que quand on n'a jamais un enfant, justement, parfois les spectacles peuvent être impressionnants. Quand on a des jeunes enfants et qu'on veut passer soi-même aussi une soirée, qu'est-ce que cet écrin reste là? Il est traditionnel. La famille Bouglione sont des gens absolument merveilleux. Et c'est un plaisir immense d'y retourner. Pour ce qui concerne... On salue Francesco avec vous, d'accord ? Ah bah Francesco Oui, et je fais la Joseph bise. et Regina, Ah, bien tout sûr, bon. on connaît. Voilà, et je les embrasse. Mais
les idées de sortie, je vais rester un petit peu dans le cinéma. Je conseillerais fortement d'aller voir le film de mon ami Nicolas Bedos, mais apparemment tout se passe bien. Le film de Costa Gavras, qui est aussi un de mes maîtres, évidemment. Est-ce qu'on peut avoir les titres des films? Bien sûr, le film de Nicolas Bedos, La Belle Époque. Le film de Costa Gavras, c'est Adults in the Room, à propos de la crise grecque. Et enfin, tant pis, je le dirai, mais je le dirai avec force d'aller voir le film J'accuse de Polanski, qui est un film absolument magnifique. Très beau film. Je m'arrête là sur les commentaires. Il suffit d'aller voir le film. Voilà. On retient le bel objet cinématographique. Voilà, tout à Bien fait. sûr, On est d'accord. évidemment. Autres histoires de création et autres invités. C'est excellent, on revient la semaine prochaine. Merci à tous les deux. Merci bien. Vous recevoir a été vraiment Vraiment. un grand plaisir. Très belle émission. On vous souhaite à vous qui nous écoutez eh bien de très belles choses. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Donc d'ici là, plein de belles choses, excellentes, passionnantes. Et puis merci surtout de rester fidèle à Sud Radio. C'était excellent.